Manon Rolando, agricultrice de 31 ans, a disparu fin mars 2026. Le 24 avril 2026, son compagnon, suspect numéro 1 dans cette affaire, décide de prendre la parole en direct sur TikTok depuis l'Algérie alors qu'il est sous mandat d'arrêt international. On se retrouve juste après ça. Manon Rolando est une jeune mère de 31 ans. Passionnée par les animaux depuis toujours, elle élève notamment des vaches nantaises et gère également une pension pour chevaux située au lieu-dit Le Chêne Creux, à une vingtaine de kilomètres de Nantes, à Saint-Étienne-de-Montluc. Très investie dans son métier, elle est administrative et membre active de l'association de la vache nantaise et participe à plusieurs commissions liées à la filière agricole. Ses proches décrivent une femme douce, discrète, réservée, extrêmement gentille et toujours prête à aider les autres, avec une immense passion pour les animaux. Et ça, on peut s'en douter quand on regarde les photos. Au début de cette année 2026, Manon vit avec Abdelkarim B, surnommé Karim, un homme de 41 ans d'origine algérienne, rencontré plusieurs années auparavant sur Internet. L'homme avait commencé des études universitaires en Algérie en 2005, avant de quitter le pays pour venir s'installer en France. Il vit d'abord du côté de Bordeaux, avant de rejoindre Nantes en 2022. Le couple accueille ensuite leur fille Inaya en 2025. Manon est également mère d'une première fille dont on a très peu d'informations. Sur les réseaux sociaux, Karim se filme une multitude de fois avec les animaux de la ferme, en train de donner à manger aux chevaux ou même en se baladant avec. Il semble apprécier vivre dans cet endroit en pleine nature. Cependant, derrière cette image qu'on pourrait qualifier de sereine, une image de famille sereine pour qui tout semble aller, plusieurs proches de Manon expliquent que cela faisait plusieurs mois que la relation entre les deux était compliquée. Karim serait particulièrement jaloux. Certains voisins expliquent même qu'il supportait mal que d'autres hommes regardent sa compagne, donc Manon, au point qu'un des voisins ait installé une haie pour éviter les tensions. Manon aurait également confié à plusieurs de ses proches que Karim fouillait régulièrement dans son téléphone. Elle expliquait à sa mère qu'elle avait peur de lui et de ses réactions. Et donc on voit que c'était un couple qui allait mal. Un des détails les plus importants pour comprendre le contexte de cette disparition est le fait que Manon avait pris contact avec l'association Citadelle à Nantes, qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Elle devait assister à un premier rendez-vous en avril, mais elle ne s'y rendra jamais. Car à partir du 27 mars 2026, Manon Rolando ne donnera plus aucun signe de vie. Ce qui interpelle évidemment les proches de Manon, c'est le délai avant le signalement officiel de la disparition de cette dernière. L'alerte n'a été donnée que le 3 avril 2026, soit une semaine après qu'elle ait été vue pour la dernière fois, et pas par Abdelkarim, son compagnon, mais par la propriétaire d'un cheval qui était en pension chez elle. Très rapidement, les gendarmes considèrent cette disparition comme très inquiétante et un avis de recherche est partagé partout sur les réseaux sociaux. Ce qui est encore plus suspect, c'est qu'entre-temps, Abdelkarim, qu'on va appeler Karim pour la suite de cette vidéo, est parti, a quitté la France avec la petite Inaya, 15 mois. Et ce, le 2 avril 2026, soit la veille de la déclaration officielle de la disparition de Manon. Il a embarqué à l'aéroport de Nantes, direction son pays d'origine, l'Algérie. Une voisine va d'ailleurs affirmer l'avoir vu revenir ce jour-là, donc le jour de son départ, à leur domicile, à bord d'une voiture noire qu'elle ne connaissait pas. Cette voiture noire s'est garée en arrière. Lui, il a fait un aller-retour dans la maison
Il est reparti et n'a plus jamais été revu en France depuis. Face à ces éléments, le parquet de Nantes va ouvrir une information judiciaire pour meurtre sur conjoint et enlèvement de mineurs. Les moyens déployés pour retrouver Manon sont alors considérables. Des dizaines de militaires sont mobilisés autour de Saint-Étienne-de-Montluc. Des recherches par drone et hélicoptère sont engagées. Une cellule nationale d'enquête composée de 15 enquêteurs est spécialement créée par la section de recherche de Nantes. Les recherches montent ensuite d'un niveau, avec l'intervention de chiens Saint-Hubert capables de pister une personne plusieurs jours après une disparition. Des drones de l'IRCGN sont également utilisés pour cartographier les terrains et détecter ce qu'on appelle le stress végétal, c'est-à-dire des zones où la végétation aurait pu être piétinée ou récemment remuée. Selon le commandant Jean-Marc Gagé, plus de 300 anomalies seront ensuite vérifiées physiquement sur le terrain. Mais malgré l'ampleur du dispositif, aucune trace de Manon ne sera retrouvée. Une notice rouge d'Interpol et un mandat d'arrêt international sont alors émis à l'encontre d'Abdelkarim. Et pendant que les médias s'emparent de plus en plus de l'affaire en France, Karim, lui, commence à communiquer publiquement. Alors qu'il est activement recherché, Karim va commencer à poster, à s'exprimer à travers son compte TikTok. Évidemment, dans le but de clamer son innocence. Le 24 avril 2026, il participe à un live totalement surréaliste depuis l'Algérie. Face caméra, il montre son passeport ainsi que celui de sa fille afin de prouver son identité pendant que des internautes s'improvisent enquêteurs et lui posent des questions en direct, certains allant dans son sens tandis que d'autres émettent des soupçons. Donc Karim qui est en Algérie, c'est à toi que je parle. Si tu peux, renvoie-lui l'invitation. Ouais. Voilà, et puis tu appuies sur le bouton rouge pour enregistrer. Regarde, ça c'est son passeport. Regarde. On a passé le 22. Regarde, le 22. On est revenu. Ça, c'est le passeport d'Inaya. Regarde. C'est le passeport de ma fille. Regarde, Inaya. Vous pouvez lire, non? Regarde. Inaya, elle s'appelle Inaya et d'autres noms. Regardez. Une chose est certaine, les internautes essayent de le faire parler. Et au fil du live, Karim finit par multiplier les déclarations et les contradictions. Durant ce live, il affirme que sa compagne, Manon, est toujours vivante. Il ne ressemble pas à monsieur qui est dans le... Regarde. Vous nous dites, vous savez pas, vous savez, elle n'est pas en danger, elle est vivante. Mais si tout ça c'est réel, il faut venir, il faut dire où elle se trouve, monsieur Karim, une fois pour toutes. Même si vous avez promis et vous lui avez dit de rien dire. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter. Et je te jure, j'ai halluciné qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, qu'est-ce qui s'est passé à la ferme et qu'ils ont rien trouvé. J'ai halluciné. Je me suis dit, même si Manon elle est pas morte, ils vont trouver morte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont, c'est des tarés. Ça veut dire que là où tu es, tu sais si oui ou non elle est en vie. Dans un premier temps, arrête de jouer avec nous. Elle est en vie. Elle est en vie. Alors pourquoi si elle est en vie, on va te reprocher quelque chose? Explique-moi. Ils me reprochent qu'est-ce Ils vont te reprocher quoi si elle est en vie? Explique-nous, on va comprendre. Il laisse entendre qu'elle pourrait être à Chantonnay. Alors j'ai vu dans les commentaires de ce live que certains disent que c'est en Vendée. Donc je vous mettrai ce que j'ai trouvé ici au montage. Ou alors qu'elle peut être avec un homme qu'elle aurait rencontré lors d'une formation commencée peu de temps avant sa disparition et avant le départ de Karim pour l'Algérie. En effet, il explique pendant ce live que la jeune femme, donc Manon, devait réaliser une formation d'une durée totale de 3 semaines, mais qu'elle n'en aurait effectué finalement qu'une semaine et puis ensuite plus de nouvelles. Qui s'en est pris elle? Alors elle est où? Si on s'en est pas pris elle est où? Dis-nous, elle est où? On va tout de suite. Moi j'y vais là. Je suis vraiment, moi je suis sûr et certain. Je vais chercher où alors? Dis-moi. Je suis sûr et certain qu'elle est à Chantonnay. Où? Enregistrez bien la team, ce qui se dit dans mon live. Hein. On va en quitter. Elle est où, tu m'as dit? Elle est peut-être à Chantonnay ou avec le mec qui avait la formation. Elle est partie en formation, en fait, avec un groupe de personnes pour une formation de quoi? Avec une seule personne. Ok. Et c'est pour ça, moi, je me suis occupé de ma fille.
Et c'est à quelle date, ça? C'est au moment où tu te trouvais en Algérie déjà? Une semaine avant. Elle avait 3 semaines normalement. Normalement, elle avait 3 semaines, mais elle est partie la première semaine. Cette semaine-là que je devais déposer ma fille. Il affirme également avoir eu Manon au téléphone le jour de son arrivée en Algérie, soit le 2 avril 2026. Et qu'ensuite, il n'a plus jamais eu aucune nouvelle d'elle. Le premier, en arrivant ici, le 2, je l'ai eu à 14h, je pense, ou à un truc comme ça. Toi, tu arrives en Algérie, tu l'as eu au téléphone. On est d'accord? Après, plus de nouvelles. Après, plus de nouvelles, d'accord. À plusieurs reprises, il laisse entendre dans ses déclarations dans ce live que la famille de Manon pourrait être suspecte. Et il va même déclarer que s'il savait où elle se cachait, il ne le dirait pas par loyauté. Maintenant, si elle voulait se cacher, vous pensez que je vais divulguer qu'elle est cachée? Moi, je suis un putain de loyal. Imaginez-vous. Mais pourquoi t'as fui en Algérie? Moi, j'ai une parole aussi. Mais ses explications apparaissent souvent floues et contradictoires. On voit qu'il essaye de se dépatouiller avec sa version, sauf qu'il change beaucoup de versions, que les questions qui lui sont posées en face sont des questions un peu orientées. Il va aller dans le sens des questions qu'on lui pose, et surtout certains internautes vont lui faire remarquer directement que c'est pas logique ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a dit auparavant, et il va toujours essayer de répondre, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, très flou et évidemment très suspect. Il va expliquer pendant ce live également que ce voyage était un voyage prévu de longue date et qu'il avait des visas pour lui et sa fille en conséquence. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi il a quitté la France alors que sa compagne venait juste de disparaître, il va répondre simplement qu'il attend des nouvelles de Manon pour rentrer. Moi, j'attends. Si elle parle, si elle me donne un signe de vie, je reviens vite en France. Elle donne un signe de vie, je rentre, voilà. Ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il aurait pu dire que justement, si elle l'a appelé, c'est que il savait pas qu'elle avait disparu. Enfin, vraiment, ce live, je sais pas pourquoi il l'a fait, mais ça le dessert complètement. D'autant plus que pendant ce même live, il va certaines fois faire des blagues, et aussi, il va parler, ce qui va énormément choquer les internautes, des questions d'héritage par rapport à sa fille Inaya et sa demi-sœur. Donc c'est vrai que j'ai pas réussi à bien comprendre le contexte, mais parler d'héritage dans ce type d'affaires, si vraiment il était inquiet pour sa femme, je trouve ça très étrange, surtout que quand on l'entend parler, il a pas l'air d'être triste une seule seconde, donc comme s'il n'en avait absolument rien à faire que Manon ait disparu. J'ai parlé pour irriter. Je sais qu'elle a 2 sœurs. C'est sa sœur, elle s'appelle Ophélie Rolando, pardon. Non, mais dans la succession, elle passe pas parce que c'est la fille de Jean-Michel. Évidemment, les forces de l'ordre vont recevoir plus d'une centaine d'appels pendant que ce live est en cours et sont prévenus des déclarations publiques de Karim, qui sont d'ailleurs enregistrées. C'est donc quelques jours plus tard, soit le 27 avril 2026, qu'Abdelkarim B est interpellé par les autorités algériennes dans sa ville natale d'El Afroun, au sud d'Alger. Leur fille Inaya est retrouvée auprès de lui lors de son arrestation, heureusement saine et sauve. Le parquet de Nantes va ensuite annoncer qu'il est placé en détention provisoire dans son pays, en Algérie. Mais dans les médias, on apprend encore plus d'informations qui sont vraiment inquiétantes quant au sort de Manon. On apprend que l'homme est déjà connu de la justice française puisqu'il avait été condamné en 2019 à Nantes à une peine avec sursis pour des violences conjugales commises sur une ancienne compagne. Et une problématique, je ne sais pas si vous l'avez vu venir, se profile alors, la problématique de l'extradition de ressortissants algériens vers la France. En effet, l'Algérie extrade très rarement ses ressortissants et il y a donc assez peu de chances que Karim puisse revenir un jour en France pour être jugé sur le territoire où il aurait potentiellement commis un crime. Évidemment, s'il s'avère que crime ait bien eu lieu. Si la France peut demander son extradition pour les besoins de l'enquête et en vue d'un futur procès, rien n'oblige l'Algérie à l'accepter. Dans cette affaire, les autorités françaises et algériennes sont désormais contraintes de travailler ensemble dans le cadre d'une coopération judiciaire. D'ailleurs, cette collaboration a déjà commencé puisque Karim a été
arrêtés par les autorités algériennes. Et ce, à la demande de la France, ce qui constitue un premier acte concret de coopération entre les deux pays. Les enquêteurs français restent en contact très souvent avec les autorités algériennes et pourraient être amenés à se déplacer en Algérie afin d'entendre directement le principal suspect. Sur le plan judiciaire, plusieurs scénarios sont possibles. En France, le mandat d'arrêt international délivré contre Karim pourrait permettre la poursuite de la procédure judiciaire et conduire à terme à un procès devant la justice française, même en l'absence du principal suspect. Donc il y a cette possibilité-là d'un procès en France, même s'il n'est pas revenu en France, donc en l'absence de l'accusé, si ça va jusque-là, évidemment. Mais une autre possibilité existe également. En effet, en vertu des accords de coopération judiciaire signés entre les deux pays en 2021, les autorités françaises peuvent transmettre officiellement le dossier aux autorités algériennes, à la justice de ce pays, afin que le suspect soit directement jugé en Algérie. Mais l'affaire n'est pas si simple, si je puis dire. En effet, en parallèle de tout ça, on apprend que 2 personnes ont été mises en examen, et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On parle d'un chauffeur de taxi de 42 ans et d'une femme de ménage de 27 ans, Chorouk B, qui ont été mis en examen les 22 et 23 avril pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et modification des lieux d'un crime. Les enquêteurs soupçonnent notamment la jeune femme d'avoir nettoyé le domicile pour faire disparaître d'éventuelles preuves. Selon son avocat, la femme de ménage avait simplement répondu à une annonce publiée sur internet par Karim et n'avait commencé à travailler au domicile du couple que le 27 mars 2026, soit précisément le dernier jour où Manon Rolando aurait donné signe de vie, d'après l'appel à témoins diffusé par la gendarmerie. Mais son avocat, cette femme de ménage, va insister sur un élément important. Quelques semaines auparavant, soit le 9 mars 2026, cette même femme aurait été elle-même victime de violences conjugales et aurait fini hébergée par le SAMU social dans une situation de grande précarité. Pour sa défense, son avocat va donc déclarer, je cite, « Comment peut-on imaginer qu'une femme victime de violences conjugales le 9 mars participe à un féminicide le 27 mars. Ça n'a aucun sens. » Pour ce qui est du chauffeur de taxi, lui, il s'est lui-même, on va dire, présenté aux autorités. En effet, il a reconnu sur une photo qu'il avait bien effectué une course pour l'homme qui était recherché, donc Karim. En examinant son téléphone, les gendarmes avaient remarqué un nombre de courses inhabituel ce jour-là, ce qui avait éveillé leurs soupçons. Mais pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, l'homme affirme avoir uniquement entretenu des contacts professionnels avec son client, donc Karim. On apprend d'autres choses aussi pendant ce fameux live dont je vous ai parlé. Karim va répondre à des questions des internautes, notamment, à un moment, il va répondre sur le fait que la femme de ménage ait finalement été dans le taxi avec lui et Inaya, direction l'aéroport. Ce qui est assez étrange. Ils vont aussi parler du fait que ce soit ce même chauffeur de taxi, donc ça je prends des pincettes pour le dire, mais c'est eux qui en ont parlé pendant ce live ensemble. Donc ce même chauffeur de taxi aurait été celui qui aurait accompagner la femme de ménage au domicile du couple, et on apprend aussi que finalement, selon les propos de Karim, elle aurait été engagée pour le ménage, mais aussi pour s'occuper d'une grand-mère de la famille de Manon qui était présente à cette période-là, encore une fois à prendre avec des pincettes, à leur domicile. Et comme Manon n'était pas vraiment présente à ce moment-là, puisqu'elle était en formation, soi-disant, elle aurait été embauchée pour s'occuper de cette grand-mère. Voilà. Quand elle a sorti sa grand-mère de la maison de retraite pour la ramener vivre à la maison chez nous, et sa grand-mère, elle a besoin d'une équipe médicale, mais elle avait un bon salaire, pour Manon, payer une grande maison. Mais la sœur de la mamie, quand elle est venue à la maison, tout a changé. Elle a reproché à Manon, pourquoi t'as sorti ma sœur de la maison de retraite pour profiter de son salaire de 1. Ok, mais comment ça se fait que cette personne qui est venue du coup travailler et ce jour-là vous accompagne à l'aéroport, elle est pas censée rester avec la mamie? Bah, elle est venue. Pourquoi elle vous accompagne pour accompagner Inaya à l'aéroport? Ça n'a aucun sens. Ok, ben cette jeune fille elle pouvait rentrer chez elle à la maison, tout simplement. Pourquoi venir vous accompagner à l'aéroport? Mais en même temps, elle a été recrutée par vous
pour qu'elle puisse garder pendant 2 jours le temps que vous faites un aller-retour en Algérie, la grand-mère qui était seule. Alors, si la grand-mère, elle était seule pour rester 2 jours, à quel moment elle était avec quelqu'un pour qu'elle puisse vous accompagner à l'aéroport? Il y a quelqu'un qui a pu... Mais aucune raison n'a été établie sur la présence donc de cette femme de ménage dans le taxi direction l'aéroport avec Karim et Inaya. Pour ce qui est de ces 2 personnes, donc la femme de ménage et le chauffeur de taxi, ils ont tous les 2 été relâchés mais sous contrôle judiciaire. Donc pour le chauffeur de taxi le 7 mai et pour la femme de ménage le 13. Une aberration pour l'avocat de la jeune femme que je vais citer à nouveau. On ne peut pas reprocher à une femme de ménage de faire le ménage. Elle n'avait selon lui aucune connaissance du crime supposément commis ni des projets de fuite d'Abdelkarim en Algérie. Beaucoup de personnes vont expliquer que potentiellement donc le chauffeur de taxi et la femme de ménage auraient été juste des pions dans le plan de Karim, qu'ils n'étaient pas du tout au courant et que malheureusement ils se retrouvent mêlés à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont libérés sous contrôle judiciaire, mais que jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas impliqués dans la disparition de Manon. Pour ce qui est de ses publications à lui, la seule publication concernant la disparition de sa femme sur TikTok est assez étrange. Je vais vous la partager ici. Elle a été postée le 25 avril, soit 2 jours avant son arrestation. Et en fait, il parle de cette femme de ménage. Il explique que lui, il est innocent dans la disparition de Manon, sans montrer une once de sentiment ou de tristesse, et que la jeune femme de ménage n'a également rien à voir et rien fait de mal, qu'elle n'a simplement plus de papier. Il y a d'autres éléments particulièrement troublants dans cette affaire, notamment le fait que après sa disparition, le compte Messenger de Manon aurait été utilisé par une tierce personne. En effet, des proches auraient reçu plusieurs messages dont le ton et la manière d'écrire ne correspondent absolument pas à ceux de la jeune femme. Pour la famille et les amis de Manon, c'est certain, quelqu'un se faisait passer pour elle après sa disparition. On apprend aussi, donc ça ce sont les propos de Karim, donc encore une fois à prendre avec des pincettes, que le dernier message qu'elle aurait envoyé à ce dernier, Manon, aurait été sur le fait qu'elle rentrait bientôt à la maison, alors que lui était parti pour l'Algérie. Dans la dernière capture que vous avez montrée, dans le dernier message qu'elle avait envoyé, elle a mis, je passe tout à l'heure. Et je vous ai dit, et vous avez dit que vous étiez déjà arrivé à l'aéroport. Mais je vous ai dit, mais comment elle vous dit je passe tout à l'heure, alors que vous étiez déjà à l'aéroport? Donc à ce moment-là, vous étiez déjà avec la jeune fille à l'aéroport. En réunion, ou je sais pas, c'est pour ça. Deux mois après la disparition de Manon, l'enquête continue évidemment. Le 23 mai 2026, d'ailleurs le jour où je finalise l'écriture de cette vidéo, une immense opération de recherche citoyenne s'est organisée à Saint-Étienne-de-Montluc. Environ 300 volontaires ont participé à cette battue, encadrée par la gendarmerie. 7 groupes sont répartis sur différentes zones dans un rayon de 10 à 15 km autour des terrains exploités par Manon. Les participants doivent utiliser l'application Visiorando afin d'enregistrer précisément leur trajet et éviter que certaines zones soient oubliées. À la fin de la journée, on apprend dans un post Facebook de la gendarmerie de Loire-Atlantique que 56 hectares ont pu être couverts durant ces recherches sur les 65 prévus initialement. 4 points d'eau ont été détectés grâce à cette battue et selon Jean-Marc Gagé, je cite, les zones qui n'ont pas pu être couvertes le seront soit par les gendarmes, soit par une nouvelle battue. Il conclut en indiquant que de nombreux éléments ont été relevés et vont être analysés. Les enquêteurs mettent cependant en garde concernant les initiatives civiles non contrôlées. En effet, quelques semaines avant cette battue officielle organisée par les enquêteurs, un appel à une battue civile non encadrée avait circulé sur les réseaux sociaux, ce qui avait inquiété les gendarmes qui craignaient notamment que des personnes piétinent involontairement certaines zones encore non inspectées. Donc finalement, la battue n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur les différentes hypothèses à envisager dans cette disparition parce que la piste officielle traitée par les gendarmes est assez claire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est celle d'un crime et d'un féminicide sur conjoint. Mais sans corps, sans scène de crime clairement identifiée et sans aveu, l'enquête reste et va être extrêmement complexe. Pour ce qui est de la petite Inaya, elle se trouve aujourd'hui en Algérie auprès de la grand-mère maternelle. À noter que là aussi c'est compliqué puisque même si
Inaya est française, elle peut être reconnue algérienne en Algérie, puisque son père est algérien. Dans ce cas, même si la justice française statue sur la garde de l'enfant et l'attribue par exemple à la sœur de la disparue, rien n'assure que l'Algérie applique cette décision. Et donc elle pourrait rester en Algérie auprès de la famille paternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle pas d'autres hypothèses, même si évidemment si on n'arrive pas dans les semaines, dans les mois à venir à prouver une potentielle culpabilité de Karim dans la disparition de Manon, il faudra ouvrir et fermer de nouvelles portes pour éviter d'autres catastrophes comme on a pu le voir notamment pour Suzanne Viguier, je vous rapporte à mon avant-dernière vidéo. Mais je pense que le faisceau d'indices graves et concordants est assez important dans ce cas pour n'envisager malheureusement que la piste d'un féminicide. Et malheureusement, les chances de retrouver Manon en vie s'amenuisent évidemment avec les éléments de plus en plus rapportés par les médias concernant le profil d'Abdel Karim, mais aussi avec le temps qui passe. Si on fait un point, la situation du couple, qu'elle est pas bien, le fait que Manon se plaignait de sa situation à ses proches, qu'il fouillait très souvent dans son portable, qu'elle pouvait plus vraiment faire passer de messages sur son portable de peur que lui le prenne mal, et le fait surtout qu'elle ait quand même pris rendez-vous avec une association, donc les Citadelles, pour justement les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça, ce sont des éléments quand même assez inquiétants. Et je vais vous laisser aussi avec les propos de la mère de Manon qui ont été rapportés dans les médias et qui glacent le sang. Maintenant, j'espère que Karim va dire la vérité, va dire ce qui s'est passé, va répondre à toutes mes questions. Parce que l'âme de ma petite, je sais pas si elle est au ciel, je sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Elle voulait préparer cette séparation bien. Elle a dit, de toute façon, maman, j'ai pris rendez-vous avec Citadel. J'ai dit, mais faut y aller tout de suite. Mais non, mais maman, je vais préparer mes preuves. Mais le manque de peau, c'est que j'avais fait des captures des insultes qu'il a pu me faire sur WhatsApp. Sauf il prend mon téléphone et il est tombé dessus. Donc il a compris que j'étais en train de préparer une séparation et c'est suite à ça qu'il a dû s'énerver et c'est suite à ça que nous on aurait dû réagir et c'est suite à ça qu'on culpabilise parce qu'elle me l'avait dit, maman, il me prend mon téléphone, faut pas m'appeler, faut pas m'envoyer des SMS, j'ai peur. L'affaire Manon Rolando rappelle tragiquement et encore une fois beaucoup trop d'autres disparitions de femmes survenues ces dernières années. Des femmes qui disparaissent brutalement, des conjoints jaloux ou violents, des incohérences, des familles qui cherchent des réponses, et malheureusement, et beaucoup trop de fois, des corps qu'on ne retrouve jamais. Et avant que certains commentaires n'essayent de détourner cette vidéo vers des débats à caractère raciste ou des amalgames, il faut rappeler une chose essentielle. Les féminicides et les violences conjugales existent malheureusement partout, dans tous les pays, dans toutes les cultures et dans tous les milieux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos qui traitent de ces sujets. J'en ai fait en Malaisie, j'en ai fait aux USA, j'en ai fait en France, malheureusement, et on a de toutes les nationalités concernant les hommes incriminés et toutes les confessions religieuses également. Aujourd'hui, la chose qu'on peut voir surtout, c'est que malheureusement, et la plupart du temps, ce sont des crimes réalisés par des hommes sur leurs femmes. C'est ça qu'il faut retenir. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, restez respectueux, réfléchissez en conséquence avant d'écrire n'importe quoi. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que Manon Rolando est introuvable, que sa famille est inquiète et sans réponse, et que pour le moment, 2 petites filles sont sans maman. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui, on parle quand même d'une disparition très récente qui commence à être très médiatisée et on espère que Manon sera retrouvée pour apporter des réponses à ses proches. On espère que ça ne finisse pas comme des affaires telles que Jubilard ou Suzanne Viguier, mais j'en oublie évidemment énormément. Donc aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est que vous ayez un point global sur où en est l'enquête, pour éviter évidemment les désinformations, et si besoin est, je ferai une mise à jour dans quelques temps. N'hésitez pas à me retrouver sur toutes mes autres plateformes, donc sur Instagram, sur Spotify, parce que mes vidéos sont disponibles effectivement en podcast sur cette plateforme, sur mes autres chaînes, donc j'ai des lives Twitch,
une fois par semaine, voire 2. Je les mets en replay sur une chaîne de replay et également j'ai ma chaîne secondaire Les coulisses de Marine B. Vous avez tout dans la description de cette vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.